Bonjour. Cette présentation traite de la mortalité des enfants trouvés et de ses rapports avec le mode d'allaitement. Ce travail a été publié dans les Annales d'hygiène et de santé publique chez Bayer en 1838 et vous pouvez trouver l'article complet libre d'accès sur le site de la Bibliothèque interuniversitaire Paris-Descartes dont je vous donne ici la référence. Alors, on possède des données sur les naissances des enfants pendant la période 1824-1833. Et vous voyez que chaque année, le total des naissances est un petit peu inférieur à 1 million. Et on distingue les enfants légitimes des enfants naturels. Et parmi ceux-ci, les enfants trouvés, abandonnés, qui représentent, bon an mal an, environ 3,45% du total des naissances. Cette proportion d'enfants abandonnés est relativement constante au cours du temps, à l'exception des années 1831 et 1832, époque calamiteuse où une misère excessive, résultat de la révolution de 1830, a fait abandonner tant d'enfants. À mon époque, les enfants étaient abandonnés dans ce qu'on appelait des tours d'abandon, disposés à l'entrée des établissements de charité. Alors, il s'agissait d'une sorte de tourniquet, et lorsque la sonnette était tirée, on venait de l'intérieur récupérer le nouveau-né anonyme qui était alors soigné et pris en charge. Nous allons examiner les mortalités des enfants trouvés dans 3 villes, Paris, Reims et Lyon, pour 3 périodes qui se chevauchent. Pour Paris, nous avons des données concernant 3 années, 1820, 1821 et 1822. Sur ce tableau, nous observons à la deuxième colonne, en jaune, le nombre d'admissions, et dans les colonnes suivantes, le nombre d'enfants décédés dans leur première année, deuxième année, troisième année, etc., jusqu'à 10 ans. Alors on peut à partir de ces données calculer la mortalité chez les survivants dans chaque classe d'âge. Voici ces taux de mortalité et on constate que la moitié des enfants abandonnés meurent pendant leur première année d'existence, que près de 30% des survivants meurent pendant leur deuxième année et 15% des survivants meurent au cours de leur troisième année. Voici les mêmes résultats portés sur un graphique pour les 3 années. Et si on considère en haut du graphique le pourcentage cumulé des décès par rapport au nombre d'admissions, on constate que 75% des enfants abandonnés à Paris décèdent avant l'âge de 10 ans. À Reims, on dispose du même type de données concernant 10 années entre 1826 et 1835. Mais évidemment, lorsque nous publions cet article en 1838, nous n'avons pas le recul suffisant pour analyser globalement la mortalité de ces 10 cohortes au-delà de l'âge de 3 ans. Et en reportant les taux de mortalité sur ce graphique, on constate qu'à Reims, 64% des enfants trouvés décèdent pendant leur première année de vie et 20% des survivants pendant la seconde. À Lyon, on dispose de données sur 12 ans entre 1820 et 1832. Mais là, nous avons un petit problème pour comparer Paris et Reims, c'est que les chiffres qui sont donnés ici ne sont pas donnés en fonction de l'âge de l'enfant, mais par exercice administratif. Il s'agit d'un nombre de décès pendant la énième année après l'admission. Ainsi, les enfants comptabilisés dans la colonne de la deuxième année d'admission comportent environ pour moitié des enfants de moins d'1 an admis pendant le second semestre de l'exercice précédent. Donc, dans l'actuelle présentation, pour que les nombres soient comparables, nous avons opéré un redressement pour obtenir le nombre d'enfants décédés selon leur âge. Ainsi, le nombre d'enfants décédés de moins de 1 an est égal à tous les enfants décédés pendant la première année calendaire d'admission, plus la moitié des décédés lors de la deuxième année calendaire. Le nombre d'enfants décédés dans leur deuxième année est égal à la moitié des décédés lors de la deuxième année calendaire, plus la moitié des décédés pendant la troisième année calendaire, et ainsi de suite. Donc voici le tableau avec les effectifs redressés des décès par année d'âge, et on peut en tracer le graphique, où l'on constate que le taux de mortalité est de 43% pendant la première année de vie et de 15% parmi les survivants dans leur deuxième année de vie. Donc à Lyon, un taux de mortalité pour la première année, certes extrêmement élevé, mais nettement inférieur à celui de Reims. Alors comparons maintenant l'évolution au cours du temps des taux de mortalité au cours de la première année de la vie entre ces 3 villes. Alors les données parisiennes ne sont pas assez nombreuses pour être comparées aux autres, et en ce qui concerne Lyon et Reims, on constate à l'évidence que si l'évolution de la mortalité est identique, avec un pic chez les enfants admis en 1929, il existe pour les années où on peut les comparer une différence constante d'environ 20 points de pourcentage au bénéfice de la ville de Lyon.
Et si on cumule les décès pour les années 1826 à 1832, où on possède des données parallèles dans ces deux villes, on peut établir le tableau suivant, où on observe une mortalité dans la première année de vie de 64,3% chez les enfants admis à Reims et de 41,5% chez les enfants admis à Lyon. Le risque relatif de Mantel-Haenszel, ajusté selon les années, est de 1,6 avec un intervalle de confiance largement au-dessus de 1. Et comme je l'écris donc, l'auditeur se convaincra aussitôt que les enfants de Lyon se trouvent soumis à une mortalité bien moins rapide que ceux de Reims. Alors quelles peuvent être les raisons d'une telle différence ? Lyon est vraisemblablement, de toutes les villes de France, celle où l'on prodigue les soins les mieux entendus aux enfants trouvés. J'en ai été témoin en 1835 et je puis assurer que nulle part je n'ai vu pour eux plus de sollicitude et une sollicitude plus intelligente. Dès qu'un de ces enfants est déposé dans le tour, il est recueilli, réchauffé, nettoyé, changé de linge et remis à la nourrice qui l'élève toujours au sein, ou bien il est expédié presque immédiatement à celle-ci par un messager. Quelle que soit la personne qui l'emporte de l'hospice, et le plus souvent c'est la nourrice qui l'y attendait, il ne passe pas plus de 2 à 3 jours sans téter. A l'inverse, les enfants trouvés de Reims sont allaités au biberon ou au petit pot et jamais au sein par des femmes de la campagne qui les emportent au bout de 24 heures à 7 jours après qu'ils ont été déposés dans l'hospice. Jusqu'au moment de leur départ, ils y sont très bien soignés sous la direction de la maîtresse sage-femme. Alors j'avais introduit mon article par une première phrase qui disait que j'avais pu réunir des faits sur la funeste influence de l'allaitement artificiel chez les enfants trouvés. Alors il se peut que des circonstances autres que celles dont il s'agit dans cette note contribuent aussi à la destruction si grande des enfants trouvés de Reims. La mortalité d'un certain nombre d'individus résulte toujours de plusieurs causes. Ainsi, je ne pense pas qu'il faille, comme on l'a fait, rapporter cette augmentation de la mortalité au seul allaitement au biberon ou au petit pot. Néanmoins, concluons que tous ces résultats fournis par les hospices d'enfants trouvés sont désastreux et je dirais qu'il a eu raison celui qui a osé dire qu'on pourrait mettre au-dessus de ces maisons « Ici, on fait mourir les enfants aux frais du public ». Et je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter « Surtout si les enfants doivent être allaités au biberon ou au petit pot, du moins dans les circonstances où ils l'ont été jusqu'ici ». Mais bien sûr, je sais que de vos jours, les conditions de l'allaitement artificiel se sont complètement transformées. Je vous remercie pour votre attention.